À présent, on va vous permettre d'en savoir un peu plus sur cet homme qui veut présider aux destinées du Cameroun. Bonsoir, Monsieur Kamto. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Nous venons de permettre à nos téléspectateurs de découvrir votre parcours professionnel, scolaire, académique et même politique. Oui. À présent, moi j'ai envie de vous demander pourquoi le droit? Les enfants ont souvent des histoires, quand ils sont jeunes, ils choisissent des métiers par rapport à leur histoire personnelle. Vous, pourquoi le droit? Est-ce que dès le départ, c'était sûr que c'était le droit ou bien le droit est venu à vous? Non, ça a toujours été le droit, dès le départ. Je ne sais pas pourquoi, mais dès l'origine, j'ai été attiré par la profession d'avocat, défendre des causes. Je suis très sensible à l'injustice. Et pour dire les choses très franchement, j'aime pas l'injustice. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu embrasser un métier qui vous met en capacité justement de porter secours ou assistance aux autres. Et le droit était, à travers le métier d'avocat, je crois, une profession qui me tentait plus que tout autre. Alors, à la maison, est-ce qu'on parlait politique? Parce que j'ai envie de dire, du droit à la politique, c'est pas exactement le même domaine. À la maison, c'était comment? Est-ce qu'il y avait, c'était tabou la politique? D'où vous êtes venu cette fibre-là? Non, ça a toujours été tabou, comme dans la plupart des familles de l'Ouest en particulier, de cette époque-là. Il y a une explication à ça? Oui, sans doute le traumatisme initial des années d'avant et d'après l'indépendance. La lutte nationaliste qui a commencé dans sa phase de lutte combattante en 1955 et qui s'est achevée avec l'exécution d'Ernest Ouandié le 15 janvier 1975 à Bafoussam est une période particulière et qui a marqué non seulement ce qu'on appelait, non seulement ce qu'on appelait le pays Bassa, mais également le pays Bamileke. Et donc du coup, au lieu que les familles parlent beaucoup pour exorciser cette période, elles sont restées muettes. C'était des sujets qu'on n'abordait pas. Et d'ailleurs, quand on parlait politique, c'était surtout pour demander aux enfants de ne pas s'intéresser à la politique, de s'éloigner autant que faire se peut de la vie politique. Et qu'est-ce qui vous amène à sauter le pas, à traverser cet interdit silencieux-là? C'est bien plus tard. Il faut savoir que, quand bien même en famille, les parents n'en parlent pas beaucoup, d'une manière ou d'une autre, peut-être l'entourage, on a des bribes de ce qui s'est passé. On a aussi dans la famille, peut-être pas dans la famille nucléaire étroite, père-mère, mais dans la famille élargie, des gens qui ont vécu des événements et qui vous en parlent. Et en reconstituant les morceaux, et surtout pour quelqu'un comme moi, en assistant à l'exécution d'Ernest Ouandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam, c'est un moment particulier dans mon histoire personnelle. Je crois que peut-être d'ailleurs quand on a l'âge que j'avais à l'époque, on ne mesure pas toute la portée de l'événement et la profondeur justement des traces que cela laisse en vous. Mais je crois qu'en grandissant et en allant à l'université, en atteignant l'âge adulte, j'ai effectivement redécouvert toute la dimension de ce que symbolisait cette exécution publique. Et je crois, mêlé aux histoires que j'entendais dans ma famille, y compris celle de mon propre père, sur laquelle je ne voudrais pas m'étendre. Enfin, oui, on se rend compte que la famille a été impliquée dans la politique, dans l'action politique, dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun, pour l'émancipation de notre peuple, et vous vous sentez quelque part un peu héritier de cela aussi. Mais de là, le passage de l'envie de faire la politique à être président de la République, le déclic, il arrive à quel moment précisément? Non, ça c'est bien plus tard, parce que ce que je vous raconte, c'est mon adolescence. Exactement. Voilà. Mais sauf que rien n'est spontané, il n'y a pas de génération spontanée, du moins en ce qui me concerne. Je crois que c'est un cheminement. Et l'histoire dont je viens de vous évoquer brièvement quelques aspects entre justement dans la trajectoire, consciemment ou inconsciemment. À un moment donné, vous dites, il y a quelque chose à faire. Voilà, ça forge votre personnalité, ça marque votre histoire personnelle. Et à un moment donné, vous dites, si j'en ai l'occasion, je ferai quelque chose. Alors, ayant grandi dans une famille où le sujet politique est tabou à cause de tout ce qui a été vécu par le passé, comment cette même famille-là perçoit votre ascension politique, votre engagement politique? Je crois que mon père, qui est décédé maintenant depuis une trentaine d'années, puisque mon père est mort en 1987,
je connais son passé d'engagement politique. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que vous recommandez? De ne pas y aller? Je vais y aller. Je connais son passé d'engagement politique et je ne l'ai jamais dit. Mais mon père avait un engagement dans la lutte pour l'indépendance de notre pays à un point où il a hébergé chez nous, à Bafoussam, la maison dans laquelle je suis né, pendant près de 12 mois, un militant nationaliste originaire du Nkam, pendant 12 mois. Et donc, j'ai les réminiscences d'un enfant de 6-7 ans à ce moment-là. Et donc, s'il avait été vivant, mon père, il était vraiment philosophe, mais au vrai sens du terme. Ce n'est pas diplômé de philosophie, mais il avait une telle haute idée des affaires de la vie, mais également cette capacité à remettre chaque chose exactement à sa place, qu'il m'aurait dit, bon, comme tu ne veux en faire qu'à ta tête, vas-y. Je ne crois pas qu'il m'aurait empêché de le faire. Je le connais avec une tolérance extraordinaire, mais aussi avec cette dimension de respecter ultimement la volonté et la liberté de ses enfants. Ma mère aurait été plus catastrophée, mais je crois qu'elle aurait prié activement pour moi. Et à la maison, la famille nucléaire actuelle, madame, oui, les enfants, oui. Comment eux ils vivent ça? Les enfants, pour vous dire franchement les choses, mon épouse n'est pas une politique. Elle soutient fermement et sans réserve aucune son mari. Je ne dis pas que c'est une croix pour elle, c'est pas une charge, mais c'est pas quelqu'un qui aime naturellement les spotlights, comme on dit, la lumière, être devant de la scène. Ou devant la scène, non. Elle aurait bien voulu vivre sa petite vie rangée, tranquille, sans tous ces tralala. Mais en même temps, elle me comprend, et je crois d'ailleurs que c'est pas seulement dans le champ politique. Dans toute notre trajectoire commune, elle a été un soutien, et elle demeure un soutien absolument extraordinaire, indispensable. Et donc, je profite de l'occasion pour lui en rendre hommage, parce que, oui, le fait même d'accepter, c'était pas évident. Ma démission du gouvernement et mon engagement partisan montrent effectivement sa capacité de sacrifice, peut-être au profit de ce qu'elle peut ressentir elle-même. Mais elle ne m'en fait pas le reproche, au contraire, je vous ai dit, elle me soutient. Elle est venue au Congrès, beaucoup de gens disaient qu'elle était d'un autre parti. Elle a juste par ses actes et par sa présence confirmé et qu'elle soutient son mari dans non seulement qu'elle politique. soutient, mais qu'elle n'a jamais été membre des formations politiques dont on parle. Quant aux enfants, ils sont assez grands maintenant. Ils ont appris, parce que je ne crois pas qu'ils étaient pas là au moment où j'ai pris ma décision de m'engager dans la vie politique. Certains étaient encore là quand j'ai démissionné du gouvernement. Ils ne comprenaient pas tout, il faut le dire, c'était des jeunes adolescents, mais ils se disent, bah, si papa en a décidé ainsi, c'est qu'il a bien réfléchi. Et c'est ce qu'ils me disent toujours. Bon, papa, oui, si tu as bien réfléchi, voilà, si c'est ta décision, ça, nous, on te fait confiance, c'est que tu as bien réfléchi. Mais je crois qu'ils sont à 1000% derrière moi maintenant. Je reçois des messages très encourageants de leur part. Merci Maurice Kamto. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes là dans le cadre des activités liées à cette élection présidentielle et nous, on va juste vous accompagner, vous suivre pour voir à peu près comment est-ce que vous organisez vos journées. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à nos activités. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, certes brièvement, mais votre passage au gouvernement. Oui. À quel moment est-ce que vous décidez de servir le régime en place? Est-ce que pour vous, être ministre délégué auprès du ministre de la Justice, c'est servir le gouvernement? De toutes les façons, le peuple camerounais estime que accepter un poste au gouvernement, c'est accepter la ligne directrice du régime qui est en place. Accepter un poste où que ce soit, c'est d'abord servir son pays, c'est servir l'État. Si ça c'est dans le cadre de l'action gouvernementale, oui, vous faites partie d'un gouvernement, mais vous servez un pays que l'on appelle le Cameroun. Et dans mon cas, j'ai déjà dit, et je profite de votre antenne pour le redire, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je suis entré au gouvernement à mon appréciation, à la suite du traitement du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire du contentieux qui a opposé le Cameroun au Nigeria à partir de février 1994 jusqu'à l'arrêt de la Cour le 10 octobre 2002. Ensuite, dans la phase de la mise en œuvre de cet arrêt qui s'est poursuivi pour ne prendre que la
partie, si vous voulez, formelle, diplomatique et juridique de l'affaire jusqu'en 2008, avec la cérémonie de Calabar, où nous avons effectivement reçu les actes attestant ou consacrant le retrait des troupes nigérianes de Bakassi. Alors, je suis entré au gouvernement, donc, à mon appréciation, encore une fois, parce que je ne suis pas dans la tête de celui qui donne. On n'a pas eu une conversation préalable. Je n'ai pas eu une discussion ni avec le président de la République, ni avec un de ses collaborateurs. On vous informe que vous entrez au gouvernement. Et quand j'analyse le contexte de mon entrée au gouvernement, à mon avis, j'y suis entré parce que, comme je l'ai dit, je pense que nous avions atteint une phase où on avait besoin du côté camerounais d'un interlocuteur d'un rang équivalent à celui de notre interlocuteur nigérian. Mais la partie nigériane, voilà, pour mettre en œuvre les résolutions. Parce que du côté nigérian, celui qui était chef de délégation était ministre de la Justice, attorney général, ou attorney général ministre de la Justice du Nigeria. Vous arrivez dans le gouvernement dans un contexte particulier. Voilà, alors que moi, je conduisais la délégation pendant un certain nombre d'années, ou en tout cas de mois, comme j'étais doyen de la faculté de droit. Donc vous ne pouvez pas, même dans le cadre des négociations diplomatiques ou des actes à plus forte raison que vous allez signer, avoir des représentants d'un niveau aussi déséquilibré. Et donc ça, c'est mon analyse. Et je pense, vu d'ailleurs le fait que j'ai continué à m'occuper quotidiennement de ce dossier-là lorsque j'étais au gouvernement, je pense que c'est une des raisons majeures pour lesquelles je suis entré au gouvernement. Et la raison majeure pour laquelle vous démissionnez? Ce n'est pas très commun au Cameroun, il faut le dire. Vous êtes 2 ministres, si mes souvenirs sont bons. 3. 3 à avoir déjà démissionné voilà, du gouvernement. 3, voilà. Je suis au moins pour la période récente de l'histoire de notre pays, le 3e à avoir démissionné. Je pense, premièrement, que j'avais terminé la mission, du moins ça c'est mon appréciation encore une fois de plus, la mission qui m'était confiée dans le cadre de ce dossier qui opposait notre pays au Nigeria, de l'affaire dite Bakassi. C'est-à-dire que l'ensemble des opérations de négociation diplomatique et mise en place de l'arrêt. De l'exécution de l'arrêt et des actes consacrant le retrait de la partie nigériane des parties de notre territoire qu'elle occupait étaient atteints. Ces objectifs étaient atteints. Alors, on va sortir avec un détail. Pendant que vous étiez ministre délégué à la justice, il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de 2008 au Cameroun, les émeutes de la faim. Oui. Il y a eu trop de morts selon les ONG, plus de 150, selon l'État 50. 40. Toujours est-il qu'il y a eu assez de morts. Oui. Et les gens ont estimé, juste en 5 jours de manifestation, et les gens vous ont demandé d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas démissionné à ce moment précis-là, pour vous démarquer complètement de la politique qui avait été menée, utiliser la force pour mettre fin à ces manifestations? C'est une question qui revient. Elle peut être légitime, mais il faut toujours prendre cette question-là dans le contexte de votre participation à un gouvernement. Si participation à un gouvernement veut dire qu'à la première alerte, vous quittez la barque, alors je dis que la démission n'est pas la bonne réponse. Parce que de toute façon, aujourd'hui, je brigue les responsabilités les plus hautes du pays. Vous croyez que chaque jour, ce sera un dîner de gala? Il y aura des décisions dures à prendre, parfois y compris qui peuvent aller à l'encontre de votre conscience, mais qu'il faut prendre parce que la préservation de l'intérêt général de la société le commande. Et donc, en 2008, oui, j'étais au gouvernement. Mais premièrement, je voudrais profiter de votre antenne pour dire que j'entends beaucoup de choses et je laisse à chacun la responsabilité dans le cadre justement de la politique politicienne, de se laisser aller. C'est un peu notre sport favori, dire que j'ai le sang des victimes sur les mains. Dire que c'est moi qui ai organisé la répression. J'étais ministre délégué. D'abord, ce n'est pas le ministère de la Justice qui gère le maintien de l'ordre. Je suis surpris que subitement on oublie la gendarmerie, l'armée et même peut-être l'administration territoriale et on met tout sur le ministère de la Justice, premièrement. Deuxièmement, au ministère de la Justice, j'étais ministre délégué, je n'étais pas le chef du département. Je vais bien porter le chapeau pour tout le monde, mais quand même, chargez-moi de ce que je peux. Voilà, mettez à ma charge ce que je peux porter et qui correspond à ma responsabilité réelle. Et donc, je ne pouvais pas démissionner. Ne croyez pas que je suis resté inactif. Mais je l'ai toujours dit, je ne viens pas devant les caméras, ni dans le champ politique pour donner les secrets gouvernementaux. Il y a des actions que l'on pose en tant que responsable public, on doit pouvoir les assumer en toute responsabilité. J'ai fait des démarches, il n'est pas question d'en parler ici, premièrement. Deuxièmement, si je vous disais que ça n'a pas choqué ma conscience,
c'est que je suis en train de mentir. Ça a choqué ma conscience. Mais vous mettez les choses en balance. Sans doute ma démission à l'époque aurait été applaudie dans certaines chaumières. Mais qu'est-ce que ça aurait changé à la donne? Et donc, c'est lorsque vous faites cette analyse, vous dites, quand je pose tel acte là, maintenant, qu'est-ce que ça change à la donne? Parce que je n'avais pas de parti politique, parce que je n'avais pas une organisation dont je ne pouvais pas peser sur le destin du gouvernement, ni encore moins sur celui du Cameroun. J'ai donc pris le temps. Et quand, en 2011, j'ai estimé que j'avais accompli ma mission essentielle dans l'intérêt du Cameroun, en tant que patriote, quelqu'un qui ne s'est jamais ménagé. Et je peux vous dire, les historiens de cette époque pourront éclairer les Camerounais, ce n'est pas à moi de le dire. J'ai donc estimé que je pouvais participer à une aventure politique, c'est-à-dire la création d'un parti politique organisé, structuré, pour travailler au changement de la donne, donner une autre chance au Cameroun. Voilà ma démarche, voilà comment j'ai raisonné. Merci Maurice Kamto d'avoir levé un point de voile sur cet aspect particulier de votre parcours. On l'a dit aux téléspectateurs, on est en train de vous accompagner parce que tout de suite, vous allez vous rendre dans un média local afin de répondre aux questions des confrères. Merci beaucoup Maurice Kamto. On va se retrouver pour parler de votre programme politique. Merci beaucoup. Merci. Une refondation complète du secteur de l'éducation. C'est ce que propose le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, qui est notre invité. Le professeur Maurice Kamto juge judicieux d'exposer dès l'éducation de base les jeunes écoliers camerounais au raisonnement scientifique. Il souhaite un système éducatif axé sur une formation technique. Chaque région sera dotée d'une université ou au moins d'un établissement universitaire. L'Agence nationale de la recherche et de l'innovation sera créée et devra, selon le candidat du MRC, orienter les recherches vers des objectifs spécifiques du développement. En ce qui concerne le domaine politique, la philosophie de notre invité est résumée dans ce qu'il qualifie de social-libéralisme. Le pacte proposé par Maurice Kamto implique la révision de la Constitution, l'instauration d'une langue nationale à côté des langues officielles que sont le français et l'anglais, la restructuration des domaines de la défense et de la sécurité. Il s'agira aussi de lutter contre la corruption en instaurant l'exemplarité des responsables au niveau supérieur. Le président du MRC, s'il est élu, promet de réviser la Constitution, mais refuse de se prononcer sur la forme que pourra prendre l'État s'il est élu. Il fait savoir que toute restructuration de cet acabit appelle à une réflexion plus approfondie et un débat politique impliquant les citoyens camerounais. Sur l'épineuse question de la double nationalité, le candidat du MRC promet l'ouverture d'un débat en temps opportun. Le but, selon lui, étant de permettre à ces Camerounais de la diaspora de participer sans entrave au développement du Cameroun. S'agissant du domaine de la santé, le budget du Cameroun ne consacre que 6% à ce secteur, bien loin des 15% fixés par l'Union africaine. Maurice Kamto souhaite relever ce taux. Il souhaite aussi la gratuité des soins de santé. Le candidat du MRC précise que la formation en sciences biomédicales fera l'objet d'une attention particulière. Côté infrastructure, chaque région du Cameroun sera dotée d'un hôpital de référence et les villes de Douala et de Yaoundé seront dotées d'hôpitaux de référence de niveau international. Maurice Kamto annonce que des états généraux de la santé seront organisés pour préparer les bases de l'élaboration d'un projet de loi-programme relatif à l'organisation du système de santé. Le secteur de l'économie occupe sans surprise une place de choix dans le programme du MRC. L'idée est contenue sous le dénominatif de Plan national pour la croissance et le développement. Le développement technologique y occupe une place de choix. Sur le plan énergétique, l'on annonce la construction de petits barrages dans chaque zone où l'hydrographie le permet. Maurice Kamto promet de faire du Cameroun le lion économique de l'Afrique. Il s'agit de situer la croissance entre 8 et 12% au cours des prochaines décennies. La mécanisation et le financement de l'agriculture sont évoqués dans ce plan, tout comme la révision de la loi sur les établissements publics en reconsidérant notamment le mode de désignation des directeurs généraux et des présidents des conseils d'administration des entreprises à capitaux publics. Le candidat du MRC souhaiterait aussi mettre la femme au cœur de sa stratégie avec une politique de scolarisation des jeunes Camerounais. Il est jeune alors,
Maurice Kamto pense qu'il faut surtout permettre au secteur privé de se déployer efficacement dans la création d'emplois.